Dominique, Paul, Nicolas, vous êtes les bienvenus. Et Étienne, peux-tu venir 2 secondes quand même, parce que là, tu te mets au milieu, voilà. Voilà. Après, voilà, le cœur. Alors, voilà, il est là quand même, hein. Voilà, il est... Quel va être le rôle d'Étienne Klein? Voilà, c'est pas un clin d'œil, c'est Étienne Klein. Il fait ce qu'il veut. Voilà, il fait ce qu'il veut. Il a un micro, il intervient au moment où il veut. Et donc, comme c'est un homme d'esprit, il va nous le montrer. Bien sûr, il aura la conclusion demain, mais d'ici demain, carte blanche à toi, Étienne. Non, je voulais d'abord vous saluer tous, remercier le public nombreux, m'excuser à nouveau pour mon absence d'hier, qui avait des raisons que je crois défendables, et puis surtout remercier les intervenants qui nous rejoignent dans des conditions de transport, disons, intéressantes. Voilà. Bon après-midi à tous. Merci. Dominique, c'est à toi. Merci François, bonsoir, bonjour à tous, vous êtes très nombreux comme chaque année, ravi de revenir dans cette salle avec donc un nouveau duo qui va suivre ceux auxquels je n'ai pas pu assister hier malheureusement, mais dont je sais qu'ils ont été très, très riches. Et on va parler, nous, de géopolitique et d'économie, et David Jaïs, qui nous suivra avec ses 2 invités, parlera du travail. Quel travail et pour qui? Géopolitique, économie, on peut dire que le sujet est très, très vaste, mais il a évidemment largement sa place dans le débat sur demain l'humain. Je vous présente donc nos 2 invités. Paul Jorion, qui est à ma gauche, est anthropologue, essayiste et économiste également. Il a un blog, je le dis, qui est très suivi et qu'il appelle lui-même le seul blog optimiste du monde occidental. Par les temps qui courent, je vous le recommande, ça fait souvent du bien. Beaucoup de vidéos, très régulièrement mises en ligne par Paul Jorion sur l'économie mondiale, sur le climat, sur le numérique, sur l'intelligence artificielle et bien sûr sur la politique, qui englobe tout cela. Et son dernier ouvrage, ça va aussi vous mettre dans le ton, se débarrasser du capitalisme est une question de survie. C'est le dernier d'ailleurs, c'est pas non, tout à fait le dernier parce ouais. qu'il y en a eu. Je retiens ce titre-là qui va bien nous mettre dans l'atmosphère. Nicolas Baffrez, à ma gauche, que je salue aussi, essayiste également. Il est avocat, il est économiste de formation historien. C'est important pour ce qui nous intéresse ici. Et Nicolas a publié lui aussi très nombreux ouvrages. On se souvient peut-être de l'un qui avait beaucoup fait parler la France qui tombe. Il avait beaucoup parlé du déclin, notamment de nos économies occidentales. Et il a également publié cette année Violence et passion. On va y revenir. Comme vous le voyez, chez les 2, se débarrasser du capitalisme, violence et passion, on n'est pas dans des choses très, très tendres. Avec l'accélération très, très frappante à laquelle nous assistons tous, c'est pas la peine de le redire, de la montée des nationalismes, voire du fanatisme religieux. On l'a vu en 2016 aux États-Unis, bien sûr. On a vu ce qui se passait au Royaume-Uni, en Autriche, en Turquie, en Italie l'an dernier. Ces basculements et ces tensions très fortes dans notre société aujourd'hui même en France. C'est peut-être notre point de départ. Et la première question que j'aurais leur poser à chacun, on va faire, je crois, c'est comme ça la règle. Chacun d'entre eux peut déjà développer un peu les points de vue de départ. Et j'aimerais beaucoup aussi leur laisser du temps pour le dialogue avant vos questions tout à l'heure. Problème majeur donc de ce début du XXe, l'explosion des inégalités, dégâts environnementaux. Nous en sommes tous les témoins. Est-ce que c'est finalement un problème plus géopolitique qu'économique? Paul Jorion, commençons peut-être avec vous. Et autant le dire, vous parlez aussi de guerre. Donc ma question qui va en même temps, est-ce que la guerre économique, vous dites qu'on y est déjà, peut déboucher sur la guerre pour de vrai? C'est-à-dire que nous sommes maintenant face à deux défis majeurs. Un de type un peu classique, malheureusement pour l'espèce humaine, c'est-à-dire le risque de guerre, et un autre qui est à l'échelle de ce que nous venons de voir dans cette magnifique fresque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le champignon atomique, il y a aussi le risque de faim. C'est simplement un problème que les biologistes connaissent bien. Une espèce a une capacité de charge par rapport à son environnement. Ou plutôt, l'environnement a une capacité de charge par rapport à chaque espèce. Un environnement doit être compatible avec une espèce. Une espèce peut épuiser son environnement et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et ce que nous réalisons maintenant, je dirais, avec
de manière très dramatique, c'est que l'urgence est véritable. On nous parle, à l'occasion essentiellement du réchauffement climatique, on nous parle d'échéances qui sont de l'ordre de 2-3 générations, quelques siècles au maximum. On nous dit qu'en 2300, la température même à la surface de la Terre éliminera toute vie possible pour les mammifères. Les mammifères qui survivront vivront dans des terriers s'ils sont toujours là. Nous avons aussi en arrière-plan un problème classique qui est que pour toutes les grandes difficultés, tous les grands problèmes qui se posent à nous, nous avons en général pas été capables de les résoudre par la rationalité en s'asseyant autour d'une table et en discutant des choses, simplement par la guerre. Pourquoi ? Parce que les guerres produisent de grandes destructions qui obligent à des reconstructions, qui parfois simplement se débarrassent des générations entières de jeunes hommes, comme ça a été le cas pour la guerre de 14 dont nous fêtons le centenaire de la fin. Deux défis extraordinaires, l'un de type classique, la guerre, mais nous avons toujours, malgré la guerre froide, nous avons toujours un arsenal nucléaire qui nous permet de nous éliminer en plusieurs quantités, à plusieurs reprises, si on veut. Le paradoxe pour nous, nous croyons que naissait en 1945 une troisième guerre mondiale entre deux systèmes économiques, entre le capitalisme et le communisme soviétique, qui est une sorte de capitalisme d'État. Et nous apercevons plus tard, 70 ans plus tard, nous apercevons qu'en fait, cette guerre est toujours là, larvée. Il n'est plus question de communisme soviétique, mais il y a toujours des Russes et des Américains. Ça ira un peu dans le sens des thèses d'Emmanuel Todd, que c'est plutôt une question d'organisation familiale que des régimes économiques. Mais cette guerre-là a repris. Nous en avions quelques signes en 2011 avec l'affaire Wikileaks, si vous vous souvenez de cela, M. Julian Assange, dont on reparle beaucoup ces jours-ci, puisqu'il joue un rôle maintenant, il a joué un rôle majeur dans cette guerre cybernétique qui existe entre la Russie et le monde occidental, essentiellement le monde d'une alliance militaire qui est érigée contre essentiellement le bloc de l'Est, contre la Russie. Début larvé de cette guerre cybernétique, 2014, la révolution de Maïdan en Ukraine, qui relance des combats véritablement sur le terrain, dans le Donbass, la partie je dirais, d'expression russe en Ukraine. Et vous y avez fait allusion, des actes de guerre, oui. Des actes de guerre. Là, les interférences qui sont maintenant, les ingérences qui sont bien documentées, en particulier grâce à M. Mueller aux États-Unis, des ingérences délibérées de la Russie dans les élections démocratiques aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Aux États-Unis, pour peser en faveur de monsieur Trump dans l'élection. Ces jours-ci, si vous lisez les journaux, les informations tombent à l'appel. M. Mueller sort ses premières grosses munitions et nous pouvons lire des dizaines de pages qui documentent cela. Et en Grande-Bretagne, ça date de 15 jours, là, l'épreuve également d'ingérence massive de la Russie dans le vote du référendum du Brexit. Référendum du Brexit. Pardon, Paul Jorion, peut-être à venir les élections européennes, l'installation de Steve Bannon, l'Américain, sur le sol européen. Oui, heureusement encore qu'on lit dans les journaux. Message. Oui, encore qu'on lit dans les journaux, et à juste titre, que la plupart des lois européennes interdisent les activités de monsieur Bannon, qui est donc un idéologue identitaire, extrême droite américaine, qui a été non seulement à diriger une partie de la campagne électorale de monsieur Trump, mais qui a aussi été stratège principal à la Maison-Blanche de monsieur Trump. Donc quelqu'un que nous classerions tout à fait, je dirais, à la droite de l'extrême droite de type classique et qui s'est trouvé très très proche du gouvernement. Il y a cette image extraordinaire qu'on a pu voir. C'était dans une réunion en Russie, cette demoiselle très, très, très mignonne, brandissant une bannière, où dans le style tout à fait classique que nous appelions le réalisme socialiste, qui était propre à l'Union soviétique, on vous représente trois personnages dominants, regardant l'avenir avec une grande détermination. Il y a M. Poutine,
il y a M. Trump à la droite et au milieu Madame Le Pen. Voilà, effectivement, Monsieur Bannon, c'est ça. Alors, si vous voulez, on va pouvoir parler de la question de l'émergence des populismes. Mais une petite remarque, c'est vrai, M. Macron s'est aussi élevé contre des interférences russes dans l'élection présidentielle. C'était peut-être pas aussi massif que ça a été le cas pour le Brexit et surtout pour l'élection américaine. Où est-ce que nous allons aller ? Là, c'est la semaine dernière, un incident quand même très sérieux, le genre d'incident qui peut déclencher une guerre de type classique, l'arraisonnement de vaisseaux ukrainiens par la Russie. Nous dansons sur le bord d'un volcan, et c'est un double volcan, puisque s'il y a des guerres qui peuvent, comme la guerre de 1945 et par la suite, peuvent nous éliminer entièrement par des moyens de destruction massive, mais un horizon qui se rapproche, la capacité du monde, de la Terre, à supporter une espèce aussi envahissante, aussi colonisatrice que la nôtre, et qui n'a pas trouvé les moyens de mettre des limites à cet envahissement. Excusez-moi, Paul Jorion, pourquoi dites-vous que votre blog est le seul optimiste du monde occidental ? C'est parce qu'on n'est pas tout à fait dans ces sentiments. Mais c'est pour réagir vis-à-vis de ces personnes qui ont tendance à, je dirais, à disqualifier tout type de discours en disant « Ah, c'est trop optimiste » ou « c'est trop pessimiste ». La question que nous avons devant nous avec ces deux défis, et dont l'un est absolument inédit, bien sûr, les générations précédentes ne sont jamais posé la question de l'extinction. Devant ces défis, il n'y a qu'une solution, il n'y a qu'une attitude possible. C'est la lucidité absolue, c'est-à-dire de mettre tout absolument sur la table, y compris la capacité de nos systèmes économiques et de nos systèmes politiques à gérer une catastrophe éventuelle comme celle de l'extinction. Il n'est pas certain, nous le voyons tous les jours, on le voit dans les rues, il était fait allusion au fait qu'il y a des gens qui protestent dans les rues en ce moment même avec une violence dont on ne peut pas déterminer les limites a priori. Nous sommes devant des défis devant lesquels nos types de démocratie sont très très mal armés. Elles sont dans le court terme. Les élus veulent se faire réélire. Nous avons pris l'habitude de traiter les problèmes, je dirais, comme si c'était du train-train, dans un rond-rond. Il y a devant nous des défis qu'il faudra traiter autrement si nous ne voulons, mais pour bien faire dans un cadre démocratique, si nous ne voulons pas qu'à la dernière minute, en dernier recours, on ne fasse intervenir des régimes de type autoritaire pour essayer de résoudre des problèmes qui, à ce moment-là, ne seront plus maîtrisables de toute manière. Extinction des espèces, on le rappelle, dans ce très joli film qu'on vient de voir, je ne sais pas si ça avait été la précédente Extinction des espèces, on parle de la 6e en ce moment, c'était il y a 66 millions d'années quand même, c'est celle des dinosaures, et elle a pris beaucoup plus de temps que celle à laquelle nous assistons, juste pour mémoire. Oui. On va revenir à la discussion ensuite avec Nicolas Bavret, si vous le voulez bien, que j'ai présenté directement comme décliniste, mais il a le droit de se défendre, parce qu'on l'a beaucoup dit de vous, Nicolas Bavret, au moment de la sortie de ses livres sur le déclin français, et même sur vos craintes pour l'Europe, donc peut-être déjà toujours dans le même sentiment, et sur cette question plus globale, géopolitique et économie. L'économie entraîne-t-elle les catastrophes politiques ? Et est-ce, de votre avis, comme vient de nous le dire Paul Jorion, ce qui risque de nous arriver ? Alors je rejoins Paul Jorion sur le fait que la querelle de savoir si on est optimiste ou pessimiste n'a pas grand sens. Ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre. Donc les étiquettes, on les porte, et puis c'est le problème de ceux qui les donnent plus que de ceux qui les subissent. Ce qu'on a vu très bien dans cette entrée en matière, ça illustre très bien le concept d'accélération de l'histoire. Et c'est vrai que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc les hommes sont rentrés dans l'histoire universelle avec le capitalisme universel. Et la question qui se pose, c'est de savoir si le capitalisme universel peut faire dérailler leur histoire. Et on se retrouve, ce qu'on a déjà vu avec le début du XXe siècle, avec la confrontation entre des forces qui rapprochent les hommes, le capitalisme et les technologies, et des forces qui les opposent, qui sont des forces politiques, les idéologies, l'hétérogénéité radicale des systèmes de valeurs, des représentations et des institutions. Donc je voudrais, pour lancer le débat, vous soumettre 5 propositions qu'on pourra débattre ensuite. Donc la première, puisqu'on parle du lien entre guerre économique et guerre tout court, c'est de constater que, en apparence, 10 ans après ce qui a été le pire krach depuis 1929, l'économie mondiale ne se porte pas si mal. Elle a renoué avec un rythme de croissance de 3,5% par an.
le commerce international autour de 4, le plein emploi, puisque au plan mondial, il y a 5,5% de taux de chômage. Les différences entre industrie et finance se sont plutôt rapprochées, et de même, l'écart entre le nord et le sud c'est plutôt comblé. Donc, quand on compare avec les années 30, on a quand même une grande différence, c'est que 10 ans après, c'était la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on a donc tenu en partie compte des leçons de la catastrophe de 29, c'est-à-dire que, avec des séquelles qu'on va voir, mais on a sauvé les banques, ça a coûté plus de 5 000 milliards de dollars, mais on a sauvé le système financier. On a eu une politique monétaire très souple et plus adaptée. On a fait un plan de relance budgétaire à la hauteur de la planète. Et dans un premier temps, on a résisté au protectionnisme. Alors ça, c'est la première analyse. Évidemment, les choses sont plus compliquées. Et c'est l'idée numéro 2, c'est qu'on est plutôt dans le calme qui précède la tempête. C'est d'ailleurs de moins en moins calme aujourd'hui. Et on voit une spectaculaire remontée des risques qui correspond à des évolutions profondes. Donc, le risque économique, le cycle se retourne. La phase de reprise a commencé en avril 2009 aux États-Unis et on a passé le pic à la fin de l'année 2017. Donc, l'économie ralentit. Évidemment, il y a les séquelles de ce qu'on a fait. Donc, aujourd'hui, dans le système mondial, il y a 250 000 milliards de dollars de dettes publiques et privées. Ça fait à peu près 3 années de PIB mondial et des taux d'intérêt qui remontent. Et par ailleurs, le fait que l'argent soit gratuit a fait qu'on a relancé toute une série de bulles spéculatives. On a des tensions évidemment monétaires, le défi écologique qu'on vient d'évoquer et surtout le retour du risque politique et géopolitique. Ça, c'est frappant. Le risque politique, ce sont des politiques très déraisonnables qui sont conduites, par exemple, aux États-Unis, avec l'idée de faire une relance budgétaire sur une économie qui est en plein emploi, ou évidemment le tournant protectionniste et isolationniste. On peut aussi citer en Europe la politique de la coalition antisystème italienne qui crée de nouveau un très fort risque d'avoir une secousse sur la zone euro. Et surtout les secousses géopolitiques, c'est-à-dire que les idéologies du XXe siècle sont mortes, mais sur leur ruine sont réapparues les 2 passions politiques que Tocqueville mettait à juste titre au premier rang de l'histoire des hommes, la passion religieuse et la passion nationale. Donc d'un côté, on a un djihadisme mondialisé, et de l'autre côté, on a le surgissement des démocratures avec les ambitions de puissance de la Chine, de la Russie, de la Turquie, et puis aussi toujours la théocratie iranienne qui a réussi à se construire un empire au Moyen-Orient. Donc, montée des risques, et de l'autre côté, et c'est très important, la diminution de la capacité à les gérer. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin sur les politiques monétaires et budgétaires, et surtout la capacité, si vous voulez, ce qui a quand même joué il y a 10 ans, en 2008, c'est que les grandes puissances ont réussi à trouver un minimum de coopération pour faire face à une situation qui était très difficile. Il est clair qu'aujourd'hui, la coopération est remplacée par la confrontation et que la destruction ou le laminage, le démantèlement de l'ONU, du FMI, de l'OMC, de la Banque mondiale, de tout ce qui permettait de gérer les risques, est effectivement diminue beaucoup la capacité à les traiter. Troisième point, troisième idée, le krach du capitalisme a débouché sur le krach de la démocratie. Donc, on a sauvé les banques, mais on a perdu les citoyens. Et donc, on a une onde de choc populiste qui a démarré en 2016 avec le Brexit et l'élection de Donald Trump et qui parcourt tout le monde développé avec des causes profondes. Le problème de la stagnation économique, de la stagnation des revenus pour toute une majorité de citoyens des démocraties, les inégalités, le laminage de la classe moyenne, les problèmes identitaires et puis la montée des risques, le sentiment que ces pays sont démographiquement déclinants et menacés par le surgissement de la Chine. Donc, une crise des démocraties et de l'autre côté, un vrai débat sur la liberté politique, montée des démocratures qui s'affirment comme une vraie alternative à la démocratie. Ça, c'est le modèle Poutine exporté en Chine ou en Turquie. Donc, homme fort, contrôle de l'économie, propagande massive, contrôle de la société également via les nouvelles technologies, grande agressivité extérieure avec des expansions en mer de Chine du Sud, en Europe, en Ukraine ou au Moyen-Orient
en Syrie. Et l'autre grand débat qui met aussi direct et qui est lié, qui est politique mais lié aux difficultés économiques et sociales, c'est le débat entre démocratie libérale et illibérale. C'est donc l'autre grand clivage. Et vous voyez que la liberté politique redevient absolument centrale dans le destin du XXIe siècle. Quatrième idée, donc tout ceci est très profond parce que on est au croisement, et c'est là où ça nous renvoie à la présentation qui a été faite, au croisement de 4 grands cycles historiques qui s'achèvent. Le premier, il est né en 1492, c'est la suprématie de l'Occident qui a depuis eu la maîtrise de l'histoire du monde, et ça, très clairement, c'est terminé avec la mondialisation qui fait que la Chine, l'Inde, de très grandes puissances. Chine et Inde faisaient un quart du PIB mondial en 1700 et la Chine était revenue à 3,5% au milieu des années 70. Donc aujourd'hui, elle est entre 12 et 18% suivant les modes de calcul. Mais donc, en tout cas, ça n'est plus l'Occident qui peut décider ni sur le plan économique, ni sur le plan écologique, ni sur le plan stratégique. Le leadership américain, il commence en 1917, il s'achève en 2016. L'ordre de 1945, avec le démantèlement des institutions multilatérales, et le cycle de la mondialisation libérale qui commence en 1979 avec Reagan-Thatcher et qui s'est achevé avec le krach de 2008. Alors, quel est le nouveau moment que nous vivons? C'est la cinquième partie de ce petit propos liminaire. Je crois que les 3 termes à utiliser, c'est fragmentation, polarisation, confrontation. Fragmentation, c'est l'idée que je pense que la mondialisation et le capitalisme va continuer à être universel, mais on va avoir une recomposition par grands blocs régionaux. C'est très clair, on le voit avec les États-Unis, il y a un nouvel accord avec le Canada et le Mexique. Le Brésil de Bolsonaro se sent très proche des États-Unis de Donald Trump. On a un bloc chinois que la Chine essaye d'étendre à l'Asie-Pacifique grâce à l'énorme erreur stratégique des États-Unis qui est le fait de se retirer du pacte transpacifique. L'Asie va essayer de s'organiser face à la Chine et l'Inde est un continent en soi. Évidemment, la grande question, c'est est-ce que l'Europe sera une variable d'ajustement ou est-ce qu'elle arrivera à exister dans ce système ? Le deuxième mot, polarisation. En face, il faut avoir une croissance inclusive et soutenable. Et enfin, confrontation. Je crois qu'il faut accepter. Je ne crois pas que la guerre économique, parce que la guerre économique n'est pas la guerre tout court. Mais en revanche, on sait qu'il peut y avoir des interactions entre les deux. Il est certain qu'on voit monter une confrontation de plus en plus ouverte entre la Chine et les États-Unis, et qu'on voit par ailleurs décliner toutes les institutions ou les règles qu'on avait essayé de construire pour permettre de gérer et les risques économiques et les risques géopolitiques. Voilà, je regarde à l'instant, me montre un petit papier sur lequel il a écrit « croissance ». Oui. Parce que... C'est une réaction. J'avais deux petites questions après à poser à Nicolas, mais je vous en prie, réagissez à ça. Oui, parce que vous avez entendu, il y a une partie commune à ce qu'a dit Nicolas Bavren et moi, et puis il y a la partie où on ne sera pas d'accord. La partie sur laquelle on est peut-être d'accord, bien qu'il l'ait moins souligné sans doute que moi, c'est qu'il n'est plus possible d'envisager nos problèmes classiques, comme l'économie, la guerre, nos systèmes économiques et politiques, en dehors de la perspective d'un horizon qui se rapproche vers nous, et ce qui, si nous le mettons pas, c'est un horizon définitif. Là où nous séparons, c'est quand ils considèrent que le baromètre de la bonne santé de l'économie et de nos systèmes politiques de manière générale, c'est la croissance. Oui, parce que là, le débat est apparu il y a quelques semaines. C'est à l'occasion du prix de Nobel d'économie à messieurs Romer et monsieur Nordhaus. On leur reconnaît le mérite d'avoir posé pour la première fois des questions de l'environnement général, du réchauffement climatique. Ce qu'on peut leur reprocher, c'est de n'envisager ces choses que dans un cadre tout à fait classique où c'est par une logique de profit de type classique, dans un cadre de croissance, que nous pourrons régler les choses. Quand M. Nordhaus fait son étude où il nous explique que grâce à la taxe carbone, on va pouvoir rester en dessous d'une augmentation de
la température de 2 degrés à l'échelle du XXIe siècle. Ce chiffre est à comparer au chiffre qui a été révélé récemment par l'ONU, qu'au-dessus de 1,5 degré, nous allons déjà à la catastrophe. Que faire de ce demi-degré que le capitalisme nous permet de donner, mais qui n'est plus dans nos moyens? Quand on parle de croissance, on parle de croissance toujours dans un cadre qui est maintenant complètement caduque et désuet. C'est celui des 30 glorieuses, où quand il y avait croissance, la croissance provoquait une augmentation des salaires. Une augmentation des salaires provoquait... et assurer l'emploi aussi. Assurer l'emploi et permettait à une économie de rester dans un cadre où on parlait de l'offre et de la demande, et de mettre l'accent sur l'offre. Quand il n'y a plus assez de pouvoir d'achat, regardez dans les rues, regardez dans l'accès aux aéroports et aux routes en général, quand il n'y a plus de pouvoir d'achat, le problème ne peut plus se poser de cette manière-là. Il y a un chiffre qu'on peut discuter, c'est le chiffre qui circule, que Oxfam a révélé récemment, que dans la croissance en 2017, 82% est revenu au 1% de la population qui le plus riche. Alors Pourquoi? ça, c'est le point, pardon Paul Joron, c'est le point sur lequel je voulais à l'un et à l'autre vous faire cette remarque. Vous l'avez, Nicolas Bavray, vous avez mentionné, c'est vrai, l'économie mondiale elle a progressé, c'est-à-dire que l'on a moins de pauvreté. En revanche, je ne vous ai pas entendu, mais je sais que vous le savez l'un et l'autre, parler des inégalités qui sont devenues criantes et qui sont allées en même temps que cette progression de l'économie mondiale. Vous dites qu'elle ne va pas si mal, mais elle a creusé les inégalités, on est d'accord là-dessus. Non, mais et on vient de le dire à l'instant. J'ai rappelé qu'elles étaient une des causes majeures de l'onde de choc populiste dans le monde développé. C'est l'évidence. Mais donc, pour répondre à ce qui a été dit, d'abord, j'insiste, d'abord, on ne peut pas tout ramener à la question de l'écologie, de même qu'on ne peut pas tout ramener à la question, évidemment, de la croissance. Je pense qu'il y a vraiment une autonomie des passions politiques. Si vous regardez la guerre de 14, si vous ramenez le monde à la croissance, la guerre de 14 ne peut pas avoir lieu. C'est un moment de développement économique extrêmement brillant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les patronats de l'époque étaient tous hostiles à la guerre. Et néanmoins, elle a eu lieu pour des raisons proprement politiques qui étaient l'opposition des nationalismes. Donc, il faut bien admettre qu'il y a cette autonomie du politique et qu'on peut avoir des embardées extrêmement violentes, et la plupart des conflits ont en tout cas un primat du politique ou une forte composante du politique, et c'est encore vrai aujourd'hui. Sur la question de la croissance, il y a deux choses. J'aimerais pouvoir terminer, apporter la deuxième partie de mon exposé. J'aimerais bien qu'on ait un temps de parole qui soit un peu d'accord, mais que vous ayez le temps de dialoguer aussi. Alors on est dans cette phase. Oui, mais j'étais en train de faire une démonstration comme ça, Nicolas Bavray vous répond après. J'aurais pu quand même expliquer pourquoi. Je voulais expliquer pourquoi 82% de la croissance en 2017 à 1% de la population, parce que c'est quand même crucial. C'est ça qui explique qu'il y a des gilets jaunes dans la rue quand même. Hein, c'est parce que nous sommes quand même dans un système économique qui s'appelle le système capitaliste, c'est-à-dire que le capital, c'est pas quelque chose qu'on a à la banque ou qu'on a en dessous de son matelas. Le capital, c'est des sommes qui ont été prêtées. Elles ont été prêtées à la production, à la distribution, à la consommation, parce qu'elles manquaient à l'endroit où elles étaient nécessaires. Et plus il y a concentration de la richesse, plus les ressources manquent à l'endroit où elles sont. Et quand elles ne sont pas à l'endroit où elles sont, qu'il faut les prêter, il faut rémunérer le déplacement. Vous le savez, ça s'appelle des intérêts, ça s'appelle des dividendes, ça s'appelle des coupons quand c'est des obligations, mais c'est toujours la même chose. Plus la concentration est forte, plus les gens qui ont moins d'argent doivent subventionner les autres, payer, hypothéquer des salaires à venir. La différence entre le 19e siècle et le 20e siècle est la suivante, c'est que ce système à la part, comme on l'appelait, c'était le métayage autrefois. Ce système qui faisait qu'on pouvait emprunter une ressource et payer des intérêts, payer des dividendes. C'est parce qu'on créait une richesse supplémentaire grâce à la générosité de la nature autour de nous, ce que Proudhon appelait les aubaines. On pouvait le faire. Nous avons introduit un autre système. C'est ce qu'on appelle le prêt à la consommation. Le prêt à la consommation, il y avait un titre au Moyen-Âge, il y avait une étiquette au Moyen-Âge pour cela. Quand on parle d'usure, ce n'était pas parce que les taux d'intérêt étaient élevés. L'usure au Moyen-Âge, c'est très intéressant ça. C'est ce qu'on appelle le prêt à la consommation maintenant. C'est-à-dire qu'on demande à des gens de payer des intérêts pour des sommes qui ne sont pas produites par une augmentation de la richesse nationale. Et en particulier,
quand la richesse augmente et que les salaires ne suivent pas, comme ça a été le cas en particulier avec la révolution informatique, vous le savez, où la productivité des gens a été multipliée par 1000 par l'ordinateur, et les salaires, au lieu de monter d'être multipliés par un facteur de 1000, ou même de 1, ou même de 2, stagnent depuis. Depuis qu'on a introduit l'ordinateur personnel, les salaires stagnent. Nous sommes dans un système complètement déséquilibré, où tout l'argent est un endroit, et où le capitalisme, avec sa croissance, détruit simplement ce qui reste de nature, parce que nous ne faisons aucune différence entre des ressources renouvelables ou non quant à leur utilisation. C'est ce qu'on appelle l'abusus dans le droit de propriété, le droit du propriétaire de détruire sa propriété. Nous ne faisons aucune différence si c'est renouvelable ou non. Imaginez-vous, nous sommes en train, avec notre système économique, de donner encore le droit aux gens d'éliminer ce qui nous reste comme ressources autour de nous. On le verra avec l'Amazonie au Brésil, notamment, hein, pour élargir votre propos. Nicolas Bavray vous répond sur la croissance. Vous avez une formule, Nicolas Bavray, on a sauvé les banques, on a perdu les citoyens. Celle-ci devrait trouver écho chez Paul Jorion. Ouais, la question de la croissance, elle est effectivement très importante. Pourquoi ? Parce que on va avoir donc 10 milliards d'hommes sur cette terre, et il est bien vrai qu'aujourd'hui, les ressources sont finies. Donc, le type de croissance extensive et prédatrice qui a pu avoir lieu, de fait, ne peut pas continuer. À l'inverse, il est parfaitement clair quand vous regardez partout dans le monde qu'aujourd'hui, ça n'est pas pour rien que la plupart des pays ont choisi un système capitaliste. Ça n'est pas uniquement parce qu'il permet la prédation, c'est parce qu'il permet de faire sortir des milliards d'hommes de la pauvreté. On en a eu pratiquement 2 milliards dans les 25 dernières années. On a une réduction importante de l'écart entre le nord et le sud, mais il est bien vrai qu'en même temps, on a eu un très important accroissement des inégalités à l'intérieur des pays. Donc ça pose deux questions. Est-ce qu'il existe des sources de croissance soutenables à l'horizon du XXIe siècle ? La réponse est oui. Il y a d'abord précisément le fait de basculer vers un modèle qui soit beaucoup plus respectueux de l'environnement. Nous avons des nouvelles classes moyennes du Sud qui vont continuer à émerger. Il y a une économie des seniors, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place pour faire de la croissance et avoir une croissance qui soit en même temps soutenable. Il est parfaitement vrai que cette croissance passe aussi par une soutenabilité en termes de limitation des inégalités. Et c'est pour ça que ça passe effectivement par un nouveau pacte économique et social. Est-ce que c'est hors de portée ? Regardez l'histoire de... Alors, peut-être qu'on n'y arrivera pas, parce que l'histoire n'est jamais écrite par avance. Mais si vous regardez les deux derniers siècles, le capitalisme et la démocratie ont été confrontés à plusieurs crises de ce type. Au milieu du XIXe siècle, la révolution industrielle a provoqué une misère épouvantable, et c'est le moment où on a commencé à faire apparaître une stabilisation de la relation salariale. À la fin du XIXe siècle, il y a eu le contrat de travail, l'émergence de l'entreprise. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu l'État-providence qui a permis d'apporter une réponse aux maux catastrophiques qui étaient apparus dans les années 30. Donc il est bien clair qu'il va falloir que le capitalisme se réforme, mais je ne crois pas du tout que la solution passe par la fin du capitalisme. Voici donc un premier point de désaccord. Je voudrais qu'on avance un tout petit peu en revenant à une situation plus géopolitique. Vous avez évoqué le Brésil, je crois que c'était vous, Paul Jorion, ou peut-être Nicolas Bavray aussi. On est quand même frappé de voir la situation des pays émergents aujourd'hui, et dont on annonçait quand même le succès il y a encore assez peu d'années, autant sur le plan politique d'ailleurs que sur le plan économique. Le Brésil, on n'y revient pas avec Bolsonaro, mais la situation du Venezuela, la situation même de l'Argentine, et plus globalement, si on regarde le monde émergent, et là on peut aller jusqu'à la Chine, et que l'on se situe, nous les Européens, face à eux, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a dans ce monde émergent peut-être une sorte d'esprit de revanche contre le monde occidental, dans la manière dont évolue cette situation politique et économique ? Là, j'aimerais qu'il y ait un dialogue entre vous deux. Paul Jorion d'abord.
Oui, mais moi je ne formulerai pas de cette manière-là. Je crois que ce qu'on va voir émerger, et ça émerge déjà, c'est que dans un monde, je dirais, qui tombe occidental, qui tombe dans l'hystérie absolue avec cette montée des populismes et des insatisfactions dans les populations qui ne sont absolument pas prises en compte et qui, parfois de manière très maladroite, sont rejetées avec des propos de type qui mangent donc de la brioche. Pendant ce temps-là, en Orient, la Chine poursuit sur sa route et nous allons nous retrouver dans une situation où le seul pays qui garde la tête froide et qui a un régime très mixte, qui utilise certaines techniques du capitalisme, mais qui reste un pays dirigé par un parti communiste, il ne faut pas l'oublier. Et avec M. Xi Jinping, on a un retour du communisme, qui n'est pas le communisme de type soviétique, parce qu'il est extrêmement pragmatique, mais nous allons nous retrouver dans une situation où seule la Chine, et ça Nicolas Bavray vient de le dire aussi, où finalement l'arbitre de tout ce qui va se passer, ça va être la Chine uniquement, et nous allons être à la remorque de la Chine. Et pas simplement sur des questions, comme on le voit, des questions de technologie, de bébés éprouvettes avec un génome modifié, des choses de cet ordre-là, où on ne nous consulte pas, où nous pouvons nous indigner, mais tout cela va aller très très vite. Il ne faut pas oublier que la Chine, c'est un monde dans lequel il n'y a pas de transcendance, où il n'y a jamais eu de grande religion dominante. Le bouddhisme a toujours été là, extrêmement minorité. C'est un monde sans eschatologie. Il n'y a pas un monde après, en parallèle. Tout ce qu'il faut faire pour être heureux, il faut le faire à l'intérieur de ce monde-ci. Et ça fait des milliers d'années que la Chine raisonne dans ces termes-là, extrêmement pragmatique. Elle n'a jamais produit ni la science de notre type avec la cause et l'effet, des choses de cet ordre-là. C'est un pays extrêmement pragmatique qui est passé par des épreuves abominables au 19e et au 20e siècle, en partie dû à notre esprit colonialiste et au fait que nous avons fomenté des rébellions là-bas, mais c'est un pays qui maintenant est sur des rails. On ne voit pas, on nous parle qu'ils doit avoir des crises immobilières, des choses comme ça, mais c'est un pays dirigé par une main de fer par un parti communiste, et ce genre de choses sont résolues en général la semaine suivante parce qu'il n'y a pas de processus démocratique à l'intérieur du Parlement. C'est un pays qui prend le pouvoir. Qui est non seulement en train de monter, mais il y a un danger évidemment, c'est qu'il y a une puissance, la puissance la principale encore est en perte de vitesse. Et avec un président comme elle a maintenant, la perte de vitesse, elle tombe en vrille. Et une autre puissance émergente, et ça nous le savons, c'est aussi une recette pour des affrontements tout à fait dramatiques. Oui, sur le monde émergent et singulièrement bien sûr la Chine, Nicolas Bavray, mais peut-être plus largement cette question versus le monde occidental. Il est certain qu'il y a une part d'esprit de revanche, mais qui est tout à fait légitime compte tenu de l'histoire. Ce qui est vrai, c'est que la Chine, depuis le 19e congrès du Parti communiste, avance à visage découvert. Donc Xi Jinping a annoncé que l'objectif de la Chine, c'est d'avoir le leadership du monde en 2049 pour le 100e anniversaire de l'arrivée au pouvoir, de la prise du pouvoir par Mao. C'est vrai qu'elle aligne une stratégie qui est très cohérente, donc accélération, volonté de prendre le leadership sur les technologies, mainmise du Parti communiste et monopole du pouvoir pour le Parti communiste, ensuite annexion de la mer de Chine du Sud et repousser les États-Unis de l'autre côté du Pacifique, et via les routes de la soie, prendre le contrôle d'actifs stratégiques, voire de pays, le Laos, le Cambodge, le Sri Lanka, avec ces quelques 900 milliards de dollars. Donc, présence en Afrique, on peut l'ajouter. Voilà, donc la Chine utilise la dette comme une arme pour prendre le contrôle d'entreprises, d'actifs ou de pays. Alors, est-ce que cette stratégie va forcément réussir ? C'est une stratégie très cohérente. Il y a plusieurs questions qui se posent. La grande question, c'est que jusqu'à présent, le capitalisme avait cheminé avec la liberté politique. Et donc en Chine, c'est certain qu'on a du capitalisme, plutôt d'ailleurs ultra. On n'a pas d'économie de marché parce qu'on n'a pas d'état de droit. Et on a un système de monopole du Parti communiste. Est-ce qu'on peut, dans le 21e siècle, une économie de l'innovation, de la connaissance, prendre le leadership sans liberté politique? C'est une question qui reste ouverte. La deuxième grande question, c'est est-ce que finalement Xi Jinping ne fait pas la même erreur que l'Allemagne de Guillaume II, c'est-à-dire que l'Allemagne était en train de prendre le leadership de l'Europe et à travers la guerre de 14, elle s'est fracassée. Donc,
au-delà de la Chine, je voudrais simplement vous dire que cette question sur les émergents, elle dépasse la Chine. L'Inde de Narendra Modi est un monde en soi. C'est aujourd'hui le pays qui a le taux de croissance pratiquement le plus élevé du monde si on enlève certains pays africains. Et l'Inde se rapproche y compris du Japon pour faire face à la Chine, mais aussi pour s'opposer à l'Occident. Et puis il ne faut pas oublier que dans le djihadisme et l'islam politique, il y a évidemment une dimension de critique et de refus de l'Occident. Voilà, je ne crois pas qu'on vous ait donné des éléments très encourageants pour notre avenir immédiat et même pour dans quelques années. Mais encore une fois, merci infiniment à tous les deux. On va revenir dans un petit moment, après le débat arbitré par David Jaïs. On va revenir pour vos questions dans la salle. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.